Ça y est donc. Ok. Bonjour aux personnes présentes voilà, pour ce webinaire consacré à la santé au travail. Il y aura deux intervenants, Monsieur Perem, Madame Rémy de la CARSAT et d'Acoris. On va attendre peut-être encore 2-3 minutes max au cas où il y a des retardataires. Et puis on pourra démarrer. Voilà, il y a un chat à disposition. Léa a déjà écrit dedans. Voilà, on attend juste encore 2-3 minutes si ça vous va, au cas où il y a des derniers retardataires. On a 3 personnes présentes pour l'instant. Bon, je vous propose qu'on commence. Je vois pas de nouveaux inscrits. Bon, au pire, de nouveaux connectés, pardon. Au pire, nous prendrons en cours de route. Donc voilà, comme je l'ai dit, bienvenue aux 3 personnes présentes. Madame Fanconi, Madame Pixin et Madame Schaeffer. Pour ce webinaire consacré, spécial métier d'art, consacré à la santé au travail. Je remercie déjà et encore Madame Rémy d'Acoris et Monsieur Perem de la CARSAT. Voilà, donc vous devez savoir, artisan d'art, qu'on organise tous les mois un webinaire, un mardi par mois, un webinaire spécialement consacré au métier d'art sur différents sujets d'actualité ou de développement. Voilà, aujourd'hui, la santé au travail. Il y aura un petit récapitulatif en fin de webinaire des prochains webinaires à venir. Et voilà, vous êtes de toute façon destinataire des invitations à chaque fois. Et donc, je passe la main à Monsieur Perem, que je remercie encore pour débuter l'intervention. Monsieur Perem, je crois qu'il y a peut-être eu un souci. Oui, on dirait qu'il y a eu un petit souci. Peut-être qu'il doit cliquer lui aussi sur je participe, non? Ou bien vous voulez peut-être commencer, Madame Rémy, et on reviendra à la partie... attendez. Allô, allô? Ça y est. Oui, et je suis désolé, j'ai été éjecté. J'espère que ça ne va pas se reproduire. Là, c'est bon, vous m'entendez, vous me voyez? On vous voit, on vous entend. Me voir, ce n'est pas tellement important, mais m'entendre, c'est mieux. Au cas où, moi, j'ai déjà eu auparavant des petits problèmes de connexion. En général, je rafraîchis la page et ça me reconnecte assez vite. C'est ce que ça m'a demandé, c'est ce que j'ai fait et ça n'a pas marché, ça m'a vraiment éjecté. Donc, je me suis reconnecté, donc le temps de revenir. Bon, j'espère que ça va tenir maintenant. Alors, peut-être couper votre caméra, ça laissera un peu plus de... Ah oui, d'accord. Alors, je coupe la caméra, effectivement, c'est comme ça. Voilà. Parfait. Ouais, ça ira peut-être mieux. On y va. Donc, pour faire défiler les diapos, j'y vais. Donc, je pense que ça marche. Vous voyez bien ma... Tout à fait.
Ouais, parfait. Ouais. Comment? Alors, par contre, j'avais trouvé. Oui, c'est. Il faut que je me pardon, faut que je me familiarise avec l'outil. Euh, Voilà, donc le sujet du jour, là, sur la demi-heure qui vient, l'idée, c'est que je fasse une présentation très courte. Hein, donc, j'ai essayé de viser un quart d'heure. Et puis, pour laisser un peu la place après à des échanges, si on en a besoin, j'espère. Donc, voilà, j'y vais. Donc, le sujet, c'est la prévention des risques professionnels, hein, la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc, dans l'artisanat et en particulier l'artisanat d'art, hein, puisque c'est la cible aujourd'hui. Et j'ai mis en sous-titre approche par l'évaluation des risques. Ça, c'est vraiment fondamental, on va y revenir. Et je veux vous montrer qu'il existe des outils, des solutions et des aides financières, mais les outils et les solutions, ils sont gratuits, disponibles, et ils ont été conçus spécifiquement pour les très petites entreprises, quels que soient les secteurs d'activité. Vous m'entendez toujours? C'est bon, ça marche? Parfait, ouais. Ok, d'accord. Alors, je change de diapo. Hop. Donc voilà, pour 15 minutes de présentation, 15 minutes d'échange à peu près. Si je ne me suis pas trompé, donc j'ai noté dans nos échanges préparatoires 6 métiers. Hein, donc j'espère que les personnes qui sont là s'y retrouvent. Et pour ma part, donc, je suis ingénieur conseil à la CARSAT Nord-Est. Je vais rapidement sur. On viendra juste après sur ce que c'est que la CARSAT en 3 mots. Mais voilà, je me suis posé quelques petites questions et juste je vous donne quelques infos un peu d'introduction. Je me suis demandé que leur proposer à ces artisans d'art. Donc, comme je l'ai dit, des choses très pratiques pour leur mettre un peu le pied à l'étrier, pour ceux qui ne le feraient pas déjà, pour réfléchir un peu à la prévention de leurs risques professionnels. Souvent, on a quelques risques en tête parce qu'on se dit, je connais mon métier, je connais mes risques, mais il y en a certains auxquels on ne pense pas forcément. Donc, voilà, il y a des méthodes pour balayer un peu plus large que ce qu'on a l'habitude de faire. Pas trop de réglementaires, voire pas du tout. L'idée, là, aujourd'hui, c'est pas là-dessus, à part dire qu'il y a une obligation de document unique, mais ce n'est pas le cœur de la démarche, en tout cas pour nous. Et puis, vous signalez qu'il y a j'ai noté ça comme ça, qu'il y a une tournée des CARSAT en cours, parce que finalement, ces métiers d'art, nous, CARSAT, on va pas beaucoup là-dessus, parce que c'est un peu des niches en termes de nombre de salariés, puisque nos assurés, c'est les salariés et les entreprises du régime général. Donc, là, on est vraiment sur des entreprises très petites, j'imagine, enfin, j'en suis certain. Et donc, du coup, ces sujets nous intéressent pour progresser. Et donc, on a lancé un peu la recherche dans tout le réseau des CARSAT pour voir un peu ce qu'on aurait en bonne pratique déjà existante sur vos métiers. Pour le moment, je n'ai pas de retour, c'est les vacances. Et puis, on n'a pas eu beaucoup de temps avant le webinaire d'aujourd'hui. Mais voilà, pour vous dire qu'on y travaille, qu'on essaye d'en savoir un peu plus. Je pourrais avoir d'ailleurs des infos dans la période d'échange qui suivra. Donc, en 2 diapos, celle-ci est la suivante. Juste quelques mots sur les CARSAT. Les CARSAT, donc, ça veut dire caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Donc, le gros morceau, c'est la retraite, c'est un sujet d'actualité. Mais la prévention, elle s'occupe pas elle est dans le même organisme, c'est des organismes de sécurité sociale, mais la santé au travail, c'est la branche assurance maladie risque professionnel, à côté de la branche retraite et à côté de la branche maladie. Tout ça, c'est traité en région par les CARSAT, sachant que l'assurance maladie, elle est traitée au plus près des gens par les caisses primaires, les CPAM. Mais à l'échelon régional ou grande région, c'est les CARSAT. Et donc, dans la branche assurance maladie risque professionnel, qu'on appelle aussi souvent ATMP, la branche accident du travail maladie professionnelle, les CARSAT s'occupent de tarification. Ça, c'est le calcul de vos taux de cotisation pour les gens qui ont des salariés du régime général. Et puis, la prévention, ça, c'est notre métier, puis c'est le sujet du jour. Juste pour vous signaler, vous voyez sur le petit dessin que la grande région, enfin la région Grand Est, elle est couverte par 2 CARSAT.
la CARSAT Nord-Est, c'est la mienne, et la CARSAT Alsace-Moselle pour des raisons de régime local, notamment de régime de sécurité sociale. Donc, il y a des particularités en Alsace-Moselle, ce qui explique qu'il y ait une CARSAT, on va dire, seulement pour 3 départements. Donc, les 2 départements d'Alsace et le département de la Moselle. Les 7 autres départements du Grand Est, c'est la CARSAT Nord-Est qui gère. Donc, voilà, sur beaucoup de sujets, quand les sujets sont à l'échelle Grand Est maintenant, on collabore évidemment beaucoup entre les 2 CARSAT. Je ne fais pas plus long là-dessus. Juste pour vous dire que, en termes de prévention, les ingénieurs conseils dont je fais partie, les contrôleurs de sécurité, les administratifs qui gèrent les dossiers, on a à notre disposition 5 moyens pour aider les entreprises à progresser en prévention. Je ne rentre pas dans les détails, on n'a pas le temps, mais sachez qu'on fait essentiellement, bien sûr, du conseil. Alors, sur place, il y a beaucoup de visites d'entreprises, ça c'est plutôt les contrôleurs de sécurité, qui s'appellent contrôleurs, mais qui font très peu de contrôle, qui font bien plutôt du conseil. On fait essentiellement donc du conseil, on donne des infos de différentes manières, on fait des formations ou on fait faire des formations, on référence des organismes de formation, axés sur la prévention, bien sûr. Nous avons quand même une mission de contrôle, mais on n'est pas comme l'inspection du travail, à pas confondre, même s'ils ont leur noblesse et on collabore beaucoup. Mais nous, notre contrôle, c'est pas le contrôle, c'est pas l'application du code du travail. Évidemment, on le respecte et on le connaît, mais c'est pas notre casquette. Quand on fait du contrôle, c'est éventuellement venir contrôler que ce qu'on a prescrit, ce qu'on a demandé à une entreprise, parce qu'il fallait vraiment faire quelque chose dans cette boîte, on peut venir contrôler que ça a été fait. C'est ça notre contrôle. Et puis, en bas, vous avez la 5e mission, c'est les incitations. Donc, incitations financières sous forme d'aide financière. On en parlera un petit peu à la fin de ce diaporama. Et puis, dans l'autre sens, on a aussi du coercitif. On peut avoir des incitations financières en tapant au portefeuille si une entreprise, après moult visites et échanges, veut vraiment pas avancer alors qu'elle doit et peut le faire, et que ce qu'on a prescrit est bien justifié, à ce moment-là, on peut, en passant par les partenaires sociaux, les partenaires sociaux, c'est notre gouvernance, on peut, en passant par eux, augmenter le taux de cotisation de l'entreprise pour la pousser à avancer. Une fois que les choses sont faites, leur taux redevient normal, on redescend à leur taux habituel. Voilà, je ne rentre pas dans ces détails-là non plus parce qu'on peut y passer des heures. Alors, pour venir donc sur le sujet du jour, ce que je veux surtout vous indiquer, c'est qu'il existe aujourd'hui, après quelques années de travail de toute la branche AT&MP sur les TPE, les très petites entreprises. Donc, pour nous, TPE, c'est à partir de 1 salarié, mais c'est vrai que aujourd'hui, même les entreprises qui n'ont pas de salariés ou qui ont un salarié occasionnel, par exemple un apprenti, mais pas en permanence, donc là, c'est plutôt des travailleurs indépendants. Peut-être que certains qui nous écoutent en font partie. Comme le régime social des indépendants est depuis 2-3 ans, un peu plus peut-être maintenant, accolé en termes de gestion au régime général, je dirais que progressivement, on fait et on fera, c'est plutôt du futur, on fera de plus en plus d'actions aussi vers les petites entreprises sans salariés, donc les indépendants. Voilà, donc ce qui a été construit, il a été fait pour des TPE, donc à partir d'un salarié, mais évidemment, le travailleur indépendant qui se préoccupe de prévention chez lui, ça veut dire à la limite, s'il est tout seul, c'est pour lui-même et pour son apprenti quand il en a un, par exemple. Les outils dont je vais parler là, je ne vais pas les détailler, mais ils sont faciles à trouver sur Internet, je vous dirai où on les trouve. Bien sûr, c'est tous ces outils-là et ces documents, ils sont disponibles, ils sont anonymisés, on peut s'en servir gratuitement. Ils ont été payés par les cotisations sociales de la branche AT&MP, et donc il faut vraiment aller vers ces outils pour avancer en prévention dans les très petites entreprises. Donc, je vous présente là notre petite rosace. On a, à tout seigneur, tout honneur, en haut, un acronyme OIRA, c'est de l'anglais, donc c'est Online Interactive Risk Assessment, donc c'est des outils
sectoriels, donc il y en a un par métier. Il y aura une slide un peu plus loin avec l'ensemble des métiers traités par ces OIRA. C'est des outils en ligne, donc interactifs, à votre main, gratuits, anonymes, pour que vous puissiez, sous forme de questions-réponses, d'une manière très simple, évaluer vos risques professionnels, vous dire ce risque-là, je l'ai pas, ah tiens, oui, je pensais que j'y avais pas pensé, et l'outil vous donne aussi, en même temps, des solutions que vous pourriez mettre en place. Donc, c'est vraiment l'essentiel. Ces outils OIRA, puisqu'il en existe une quarantaine, je vous montrerai un tout petit peu plus loin sur quels métiers ils existent et où les trouver. On a aussi un outil, alors qui ne sert pas toujours, et dans une petite entreprise, Dieu merci, ça ne sert pas souvent, parce que plus on est petit, moins souvent on a un accident du travail, ou on a un salarié avec un accident du travail, mais malheureusement, ça arrive quand même. Donc, quand ça arrive, vous avez un outil qui s'appelle Agir suite à un AT. C'est pareil, un outil en ligne, anonyme, c'est vraiment, et gratuit, c'est vraiment à votre main pour vous aider à analyser l'AT, l'accident du travail, et à vous dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire de tout simple? Il y a des solutions qui sont proposées. Qu'est-ce que je peux faire de tout simple pour éviter que ça se reproduise? Base en prévention, c'est de la formation à distance. TutoPrev, c'est quelque chose c'est une gamme d'outils, un peu des planches de chasse au risque qui servent à bien accueillir les apprentis. Ça peut servir aussi aux nouveaux embauchés. Cahier de l'accueillant, ça va avec. Vous voyez, je vais vite, mais je vais vraiment sur l'essentiel. Ce qui est très, très important pour les petites entreprises, pour être très concret, très pratique, c'est les 2 derniers pavés, les fiches solutions et les fiches comment choisir son matériel. Comme leur nom l'indique, c'est des fiches sectorielles ou un peu multisectorielles, mais on les a voulu très proches des métiers, qui donnent des solutions de prévention, que ce soit en termes d'organisation, que ce soit en termes de matériel. Alors, sur quel matériel il faut préférer à tel autre, là, c'est plutôt les fiches matérielles, les fiches comment choisir son matériel. Les fiches solutions, elles vont sur l'organisation du travail, des bonnes pratiques selon les métiers. Je ne peux pas les détailler là parce qu'il en existe des dizaines et des dizaines. Donc, elles sont aussi assez faciles, enfin très faciles à trouver par le site internet dont je vais vous parler après. Bon, j'espère que je ne suis pas en train de vous noyer. Je suis obligé d'aller assez vite et on a déjà dépassé le quart d'heure. Mais cette slide-là, en fait, ça reprend ce que je viens de vous dire. Donc, à la limite, si le diaporama vous est diffusé, voilà, vous pourrez retrouver un peu ce détail-là, c'est écrit. J'avance. Là, je voulais quand même vous montrer l'ampleur du travail qui a été mené. Donc, bien sûr, tous ces outils, ces documents, ils sont maintenant publiés, accessibles pour vous, pour tout le monde, en fait. Mais c'est fait pour les petites entreprises. Vous voyez qu'on couvre une quarantaine de secteurs d'activité, une quarantaine de métiers. Alors, dans tout un tas de filières, enfin, on a essayé de couvrir pratiquement tous les métiers, mais bien sûr, il y en a quelques-uns qui nous ont échappé. Forcément, on ne peut pas tout faire non plus. Et je pense que, on disait en préparation de ce webinaire, les métiers d'art, vous n'allez pas forcément aujourd'hui vous y retrouver facilement. Je voyais par exemple, on m'avait parlé d'artisans d'art du bijou. Bon, évidemment, il n'y a pas une offre sectorielle pile poil artisan d'art du bijou. Donc moi, ce que je vous engagerai à faire, c'est à aller, je vais vous montrer un peu plus loin sur quel site il faut aller. En fait, tous ces secteurs-là et les offres de services qui sont derrière, vous les retrouvez en ligne sur le site de l'INRS. Et là, en cherchant un petit peu, pour ceux qui ne se trouvent pas directement dans un métier, vous devriez arriver à trouver votre bonheur. Après, il vous reste toujours la possibilité, si vous voulez avancer en prévention dans votre entreprise, à nous contacter. Et ça aussi, ça sera indiqué dans les dernières diapos. Donc, j'avance là-dessus. C'est juste pour vous montrer que, vous voyez, on balaye vraiment beaucoup, beaucoup de secteurs d'activité, mais pas tous. Je m'étais noté dans les métiers d'art dont on m'avait parlé, les ébénistes. Bon, je pense que les ébénistes, vous pouvez trouver votre bonheur. Vous voyez, dans le bâtiment TP bois, vous avez un secteur métier du bois et de l'ameublement. Mais là derrière, sur le site de l'INRS, vous retrouverez plusieurs offres. Et donc, je pense qu'il n'y a pas directement ébénisterie, mais en tout cas pas ébénisterie d'art, mais je crois qu'il y a une offre sectorielle
pour le travail du meuble. Hein. Donc, ça peut… Voilà, après, c'est à partir du moment où c'est proche de vos activités, je pense que les outils vont vous servir. Ils vont vous servir quand même tant que ce que vous faites n'est pas trop éloigné du secteur d'activité. Monsieur Pérem, si je peux me permettre, on a Oui. les activités des artisans présents. On va avoir une marketrice de paille, quelqu'un qui restaure des biens culturels, une architecte Ouais. d'intérieur et Madame Schaeffer, qui, je ne sais pas, c'est pas indiqué, mais qui peut peut-être nous l'indiquer dans le chat. En tout cas, voilà, sinon de la marqueterie de paille, de la restauratrice de biens culturels et de l'architecte d'intérieur. Ouais, là, on est effectivement clairement pas sur des secteurs qui ont été traités parce que évidemment on s'est limité entre guillemets à 40 métiers, c'est déjà beaucoup, et les 40 métiers qu'on a traités, pour lesquels donc il y a tous les outils là dont je vous ai parlé, ces 40 métiers, finalement, le but c'était qu'ils représentent 90-95%, peut-être pas 95%, mais 90% des salariés travaillant dans des TPE, quoi. Donc, c'est vrai que forcément, il y a à côté de ça des secteurs pour lesquels il n'y a pas d'offre. Alors, il y a une offre générique, hein, il y a notamment un outil OIRA qu'on a appelé générique, en fait, qui est pas dédié à un secteur d'activité, qui finalement est l'outil à utiliser par tous ceux qui ne se retrouveraient pas dans les 40 outils existants là. Je poursuis. Vous m'entendez toujours? Allô? Oui, Ah, oui, on vous entend. Pardon, vous oui, bien m'entendez? sûr, on vous D'accord. entend. Oui. D'accord. Je continue. C'est toujours perturbant hein, quand il y a pas on voit pas les gens, donc on ne sait pas. Donc de temps en temps, donner un signe de vie, comme ça, je suis Pas de problème. je suis rassuré. D'accord. Voilà. Ok. Donc voilà. Ce dont je viens de parler, je vais être obligé d'aller très vite parce que si je ne dis pas de bêtises, il me reste 5 minutes, 5 bonnes minutes. Là, je vais pas on va pas aller. On pourrait faire une démo en live, hein, mais l'important, c'est déjà pour faire un premier tour de piste. Moi, ce que je vous engage à aller sur le site www.inrs.fr. L'INRS, c'est l'Institut national de recherche en sécurité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Donc, c'est vraiment notre organisme donc, qui est accolé, enfin, qui est dans la branche AT-MP. Ce n'est pas un organisme de sécurité sociale, mais il est payé à 95% par la Sécu et on travaille toujours ensemble. C'est sur ce site-là, là, le www.inrs.fr. Dans la page, c'est très facile, hein, vous allez sur ce site, il y a un onglet métiers et secteurs. Vous cliquez là-dessus et là, vous retrouvez en fait quelque part le tableau de la diapo précédente, mais avec, quand vous cliquez sur un secteur d'activité, vous vous retrouvez sur une page dédiée à ce secteur d'activité avec l'OIRA qui va bien, les fiches solutions qui vont bien, un peu de l'AIUS pour expliquer pourquoi c'est important dans ce secteur-là de traiter tel et tel risque, les fiches matérielles qui concernent ce secteur, etc. etc. Donc, c'est… le deuxième site qui est le site Amélie, ça c'est le site de la sécurité de la branche maladie. Là-dessus, il y a un onglet entreprise. Vous pouvez aussi retrouver des éléments sectoriels, mais l'essentiel en termes d'outils et de documents, il est sur le premier site dont je vous ai parlé, donc le site de l'INRS, sachant qu'en allant sur le site Amélie, là aussi, vous retrouvez très facilement votre secteur d'activité. Là, vous avez les aides financières. Donc, à la limite, s'il faut garder quelque chose en tête, c'est le site de l'INRS pour tout, sauf les aides financières, parce que les aides financières, elles sont à la main de la branche AT-MP, et là, elles sont proposées, elles sont en ligne sur le site Amélie. Les aides financières, voilà, juste vous donner 2 mots. D'ailleurs, j'ai repris là sur cette slide le fait que pour aller les trouver, donc pour les petites entreprises qui vous intéressent, c'est ce qui s'appelle des subventions prévention. Il y a quelques années, ça s'appelait les aides financières simplifiées, mais ça a changé de nom, mais c'est toujours la même chose. Enfin, c'est toujours le même principe. C'est pour les moins de 50 salariés. Hein, donc, à partir de 1 salarié quand même, c'est-à-dire que ces subventions pour le travailleur indépendant qui n'a pas de salarié, c'est pas possible. Il est prévu des subventions prévention aussi pour les travailleurs indépendants, comme je disais tout à l'heure, parce que
ce régime-là est maintenant accolé au régime général. Donc, progressivement, il y a des outils ou des aides du régime général qui vont pouvoir aussi être déployés pour les TI, mais pour l'instant, ce n'est pas dispo. Là, je citais juste les contrats de prévention. Là aussi, c'est à partir de 1 salarié, mais c'est quand même fait pour c'est du sur-mesure, hein, c'est quand même fait pour les entreprises un peu plus grosses. Les subventions de prévention, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Quand vous allez sur le site, c'est expliqué très simplement. C'est vraiment du facile à traiter d'une manière administrative. Hein. C'est maintenant, en plus, ça se fait en ligne. On a dans les CARSAT, parce qu'en région, c'est traité par les CARSAT, on a dans les CARSAT des administratifs qui s'occupent que de ça. Donc, en général, ça se passe très bien et ça peut monter en subvention jusqu'à 25 000 €. Et bien sûr, ça dépend de ce que vous acquérez. Donc, c'est souvent des subventions pour du matériel, hein, pour du matériel qui est bénéfique pour la prévention. Et donc, on subventionne souvent à 50% de l'achat. Donc là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais je voulais vous le signaler, que ça existe. Encore une fois, mais ça va venir après. Là, je glisse, c'était les conditions d'éligibilité, mais il faut être à jour de ses cotisations, voilà, etc. Mais ça, c'est bien expliqué. Je ne vais pas plus longtemps là-dessus. Ce que je voulais surtout vous dire aussi, c'était que, alors, cette intervention, elle était très courte, donc c'est sans doute ça peut être frustrant. On va voir après s'il y a des questions, je vais pouvoir y répondre. Mais sachez que n'hésitez vraiment pas à nous poser des questions ou à revenir vers nous. Alors, quand je dis nous, c'est moi-même pour la CARSAT Nord-Est ou mon collègue Alain Young pour la CARSAT Alsace-Moselle, hein, comme je vous ai expliqué sur le Grand Est. On a 2 CARSAT. Donc, selon l'endroit où votre entreprise est située, vous vous adressez soit à moi, soit à Alain, et puis derrière, soit c'est une question à laquelle on vous répond, ou alors on vous aiguille vers quelqu'un, ou on dit, tiens, eh bien, il peut y avoir une visite si vous voulez avancer en prévention dans votre entreprise. Évidemment, on a tous les contrôleurs de sécurité qui passent leur vie dans les boîtes. Ils sont sur le terrain pratiquement tous les jours. Donc, n'hésitez pas. Et je vais... Là, c'était un petit rappel, donc, mais là, je l'ai déjà dit. Le site Amélie, donc vous voyez, avec le logo de l'assurance maladie, le site INRS, ça, c'est vraiment l'essentiel pour vous. Encore une fois, Amélie, c'est pour trouver les aides financières. Mais une aide financière, elle n'a pas tellement de sens toute seule. Hein. Il faut d'abord avoir une réflexion sur ses risques. Et avec l'outil OIRA, c'est là que vous allez, je dirais, balayer vos situations de travail et vous dire ce problème-là, je ne l'ai pas, je passe. Hein. Ce problème, oui, je l'ai, enfin ce problème ou ce risque, je l'ai, je le connais bien, j'ai déjà fait des choses. Et puis ce risque-là, ah oui, tiens, dans mon métier, tiens, j'y avais pas pensé, mais oui, c'est vrai que j'ai par exemple, le risque routier. Hein. Les entreprises, même quand on n'est pas dans le transport, on roule souvent pour son travail, des livraisons, des approvisionnements, que sais-je, aller en formation, etc. Et tout ça, on l'oublie souvent. Donc voilà, c'est juste un exemple pour se dire, ça vaut le coup d'utiliser OIRA, ne serait-ce que pour balayer toute votre situation de travail et vous dire, ah tiens, je n'avais pas pensé à ce risque-là, ça vaut le coup d'y réfléchir. Voilà la démarche. C'est ce qu'on appelle l'évaluation du risque. Et on arrive aux questions-réponses. Moi, j'ai fini pour ma partie. Il est 10h30. Je ne sais pas, du coup, si vous avez eu des questions sur le chat. Non, à ce stade, pas de questions. Donc, n'hésitez pas. Hein, Je ne voudrais pas empiéter sur participants. l'intervention suivante. Peut-être que ça viendra pendant la suite de l'intervention, mais pour l'instant, non, il n'y a pas de questions. Ça veut dire que tout était clair. Hein. J'espère que c'est ça. Bon, après, encore une fois, moi, je vais du coup rester en ligne pendant l'intervention de Madame Rémy. Du coup, s'il y a des questions qui viennent, qui me concernent, je le verrai dans le chat et à la limite, je vous répondrai en live. Et puis sinon, encore une fois, pour conclure, n'hésitez pas à revenir vers moi ou à revenir vers mon collègue de la CARSAT Alsace-Moselle. On est là pour ça, y compris pour les très, 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 très petites entreprises. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, on peut passer la main à Madame Rémy, d'Acoris. Alors oui.
Faut juste que j'arrive à prendre. Ah, pardon, ça y est. Je vais dire, il faut que je prenne la suite du Sur le diaporama. PowerPoint, ah voilà. Voilà, c'est bon. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Sylvie Remy, d'Acoris Mutuelle. Alors, pourquoi une mutuelle vient vous parler aujourd'hui de protéger vos revenus en tant que travailleur indépendant? Moi, je vais être sur le travailleur indépendant. Je ne vais pas être sur le salarié. Je vais me focaliser sur le travailleur indépendant. Donc, Acoris Mutuelle, on a été régime sécurité sociale pour les travailleurs indépendants jusqu'au 1er janvier 2020, puisque depuis le 1er janvier 2020, le travailleur indépendant a été repris par le régime général. Alors, quand on est travailleur indépendant, c'est clair, hein, il y a deux mots importants. Hein, il va falloir travailler et être indépendant. L'indépendance, quand on est salarié, on a notre employeur au-dessus de nous qui organise notre protection sociale. Et quand on est travailleur indépendant, on est indépendant. On va devoir tout faire, autant aller chercher son travail que s'assurer correctement si demain on a un souci de santé. Alors, excusez-moi, j'ai juste un problème. Voilà. Quand on est indépendant, donc quel que soit le choix de son statut juridique en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité, dans les charges sociales, on cotise pour toucher des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail. Donc les indemnités versées par la sécurité sociale, hein, la caisse primaire d'assurance maladie, ne seront pas suffisantes pour garantir votre niveau de vie ou celui de vos proches. Alors, on a repris une étude alors elle est de 2018, mais on a recontrôlé, les chiffres n'ont pas beaucoup changé sur les préoccupations, les attentes et la prévoyance du travailleur indépendant. Donc, si on reprend les préoccupations des dirigeants de TPE ou de travailleurs non salariés, parce que je ne suis pas sûre dans les personnes qui sont présentes, qu'il y ait plein de salariés. Le travailleur non salarié, lui, il a des préoccupations. Alors, la préoccupation la plus importante, c'est la situation financière de son entreprise. Après, vient la protection de sa famille en cas de décès. Et il y a quand même 83% qui sont préoccupés par le sujet de l'arrêt de travail. Parce que bien sûr, même si ça fait plus de 21 ans que je suis avec les travailleurs indépendants, j'ai très très souvent entendu, Madame Remy, j'ai pas le droit d'être en arrêt de travail. Alors l'arrêt de travail, c'est pas un droit. Quand il nous arrive, des fois, il n'y a pas trop le choix, on est obligé de s'arrêter. Donc là, ça fait partie d'une préoccupation du chef d'entreprise. Si on reprend, est-ce que le travailleur indépendant, est-ce qu'il a le sentiment d'être protégé dans une des situations suivantes? Donc, s'il décède, alors il a plutôt l'impression d'être quand même assuré à 39%. En cas d'impossibilité totale ou temporaire d'exercer son activité, il y a quand même 54% qui pensent être peu ou pas protégés en cas d'arrêt de travail. Et sur l'invalidité, on retrouve plus de 50% des personnes qui pensent ne pas être protégées. C'est pour ça que dans les charges sociales, le travailleur indépendant, il doit être attentif à ce qu'il paye en charges sociales, puisqu'il est couvert comme un salarié au niveau de son régime sécurité sociale. Dans les... alors, attendez, j'ai un petit souci, voilà. Un tiers des répondants a déjà été confronté à un arrêt de travail depuis la création de son entreprise. Donc, il y a quand même 31% des répondants, des personnes interrogées, qui ont été confrontés à un arrêt de travail. Ce n'est pas parce qu'on est travailleur indépendant que demain, on ne s'arrêtera pas. Et un travailleur indépendant sur 2 est couvert. Donc, personnellement, avez-vous souscrit chacun des dispositifs suivants? Un contrat de prévoyance assurant un capital ou une rente en cas de décès, il y a 46% des répondants qui n'ont pas souscrit, qui ont souscrit un contrat de prévoyance. Pour le maintien de revenus, il y a 40%. Et un contrat de prévoyance assurant un maintien de revenus en cas d'arrêt de travail, il y a quand même 61% des répondants qui ne sont pas couverts par un contrat maintien de revenus complémentaire. Quand on est salarié, c'est notre employeur qui organise notre protection sociale. Si on est en arrêt de travail demain, on a nos indemnités journalières versées
par la caisse primaire d'assurance maladie. Et souvent, dans les accords de convention collective, il y a un contrat de prévoyance qui a été souscrit par notre employeur. On ne s'en occupe pas, c'est retiré sur notre fiche de salaire, alors que le travailleur indépendant, lui, doit faire la démarche d'aller souscrire son contrat de prévoyance. Alors, en fonction des différents statuts, vous allez avoir des contrats adaptés à votre statut. Donc, juste rappeler, soit on est travailleur indépendant, soit on est assimilé salarié cadre. Donc, l'entreprise individuelle, le micro-entrepreneur, le gérant majoritaire de SARL, les sociétés en non collectif ou en EURL, le gérant de l'EURL a un statut de travailleur non salarié, donc en associé unique de URL, et assimilé salarié, donc c'est assimilé salarié 4, je ne dirais jamais salarié, le travailleur indépendant n'est pas salarié, il est assimilé salarié cadre. Donc soit il est président d'une SAS, d'une SASU, gérant égalitaire ou minoritaire rémunéré de SARL, ou gérant non associé de URL. Là, on a un statut d'assimilé salarié cadre. Donc ça, c'est dans le cursus de la création d'entreprise, c'est quelque chose que vous avez, si votre entreprise est créée, c'est quelque chose que vous avez défini avant, à savoir donc sur quel statut vous êtes, donc si vous êtes travailleur indépendant ou assimilé salarié cadre. Si on reprend le schéma du régime de base, de la caisse primaire d'assurance maladie, on différenciera plusieurs statuts. Sur la partie du bas du schéma, donc à gauche, on a 100% de notre rémunération. À partir du 4e jour, la caisse primaire d'assurance maladie va nous verser des indemnités journalières, puisque c'est le même délai de carence pour les salariés du privé que pour les travailleurs non salariés, sauf le régime Alsace-Moselle, où là, il n'y a pas de jour de carence. La caisse primaire d'assurance maladie va nous verser une indemnité journalière qui est équivalente à 50% de notre rémunération. Je vais faire attention en micro-entreprise. Il y a une particularité sur le régime de la micro-entreprise, puisqu'il faut faire un minimum de chiffre d'affaires pour toucher une indemnité journalière. Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails. Si vous avez des questions après, je pourrais peut-être y répondre à la fin de mon intervention, voire éventuellement de pouvoir vous rappeler pour vous donner un petit peu plus d'informations complémentaires. Et lorsqu'on est assimilé salarié cadre, la CPM va nous donner 50% de notre revenu, à condition qu'on sorte un salaire. Si on ne sort pas de salaire, la CPM, elle ne nous versera rien. La CPM va pouvoir nous indemniser comme pour le régime des salariés. Elle peut nous indemniser pendant maximum 3 ans, soit 1095 jours. Elle peut nous reconnaître en invalidité totale, en invalidité partielle, et elle va nous verser, lorsqu'on est reconnu en invalidité, une rente d'invalidité jusqu'à la date légale de départ en retraite. Aujourd'hui, on est encore à 62 ans, donc les personnes qui perçoivent une pension d'invalidité vont la percevoir jusqu'à leurs 62 ans, et après, c'est leur droit de retraite qui va prévaloir. Et la partie de revenus qui reste à couvrir au-dessus, quand on est salarié, c'est notre employeur qui a souscrit un contrat de prévoyance, on ne s'en occupe pas, ce qui nous permet de retrouver notre salaire complet. Et quand on est travailleur indépendant, on va devoir aller souscrire un contrat de prévoyance qui va nous apporter une indemnité journalière complémentaire pour que l'on retrouve 100% de notre rémunération. Dans les statistiques des arrêts de travail chez les travailleurs indépendants, le travailleur indépendant s'arrête parce qu'il a eu un accident ou un problème de santé. Il est clair qu'il ne s'arrête pas pour un petit bobo. Il y a entre 70 et 80% des arrêts qui sont liés à des accidents. Et la maladie, les grosses pathologies, le restant, c'est des grosses pathologies, style un cancer, un AVC, un problème cardiaque. Donc des arrêts qui peuvent être longs, voire éventuellement ne plus pouvoir travailler du tout. D'où l'importance de s'assurer de manière à avoir un revenu de remplacement le jour où on ne peut pas travailler. Alors, micro-entreprise, je répète, attention, il faut un minimum de chiffre d'affaires pour toucher une indemnité journalière. Et lorsqu'on est en SAS-SASU, il faut se sortir un salaire. Si on ne se sort pas de salaire, on ne cotise pas pour toucher des indemnités journalières. Même si je mettrais un bémol à la création, parce qu'il y a des personnes qui vont continuer à toucher l'allocation de retour à l'emploi de Pôle emploi, ça leur amènera une indemnité journalière.
puisque je rappelle que lorsqu'on touche des indemnités de Pôle emploi, si on est en arrêt de travail, on est censé donner son arrêt de travail à Pôle emploi. La solution, c'est la souscription d'un contrat de prévoyance qui va venir compléter les indemnités journalières du régime sécurité sociale, compléter si demain on est reconnu en invalidité par la caisse primaire d'assurance maladie, avoir une rente qui complète celle du régime de base de manière à retrouver 100% de notre rémunération. Vous trouvez toutes sortes d'offres de contrats de prévoyance aujourd'hui, les mutuelles en font, les assureurs, les banquiers. N'hésitez pas, si vous n'avez pas fait, à faire des devis, dans le sens où il faut quand même comparer. Il y a des tarifs spécial créateurs, il y a des offres dédiées aux micro-entrepreneurs. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de créations en micro-entreprise. Il y a une indemnisation même si votre chiffre d'affaires est à 0, et on peut rajouter des choses lorsque vous avez des enfants, un conjoint qui ne travaille pas, ou une prise en charge sur les frais liés à l'entreprise, parce que quand on ne peut plus travailler, l'URSSAF va continuer à vous demander des charges sociales pour ceux qui seront au régime réel. Il faut quand même pouvoir les payer alors qu'on n'aura plus de rentrée d'argent. Donc, il y a possibilité vraiment d'avoir un contrat complet. Après, il faut faire attention à ce qu'on souscrit parce qu'il y a toutes sortes de commerciaux. Un cadre avantageux pour le travailleur indépendant qui sera au régime réel. Donc, vous allez pouvoir bénéficier de la loi Madelin. La loi Madelin, c'est une loi qui a été votée en 1994, en février 1994. Alors, bien sûr, ça ne concerne pas le régime de la micro-entreprise et ça ne concerne pas l'assimilé salarié cadre. Donc, vous allez pouvoir passer... Alors, bien sûr, il y a des plafonds, l'État a plafonné ces aides, mais vous allez pouvoir passer dans les charges d'entreprise la cotisation du contrat de prévoyance, donc le contrat qui vient compléter les indemnités journalières du régime sécurité sociale. Donc, il y a des avantages sur certains régimes qui peuvent vous inciter à souscrire votre contrat de prévoyance. On a mis un exemple d'une dame qui est traiteur, qui est née en 1995, et elle hésite. On comprend tout à fait que quand on crée son entreprise, on peut hésiter entre différents statuts. Elle hésite entre l'EURL et la SASU, et on lui a proposé un contrat de prévoyance. Alors, sur le régime de la micro-entreprise, je rappelle que la CPM est en lien, de toute façon, quel que soit le statut, la CPM est en lien avec l'URSSAF. Donc, lorsque vous serez en arrêt de travail, la CPM ira chercher vos chiffres à l'URSSAF, puisque c'est l'URSSAF qui détient les chiffres que vous déclarez. En micro-entrepreneur, on est bien d'accord que les impôts vont vous faire un abattement forfaitaire lorsque vous déclarez votre chiffre d'affaires aux impôts. Les impôts vous font un abattement forfaitaire qui est soit de 50, 71 ou 34% en fonction que vous soyez en prestation de service, en achat, revente, hôtellerie, restauration ou en profession libérale. Et du coup, le revenu forfaitaire que l'on va trouver annuel, c'est votre chiffre d'affaires moins cet abattement. Et la CPM va, dans le cas par exemple de madame, elle va prendre en compte 29% de son chiffre d'affaires, si elle est en micro-entreprise, pour calculer son indemnité journalière. Donc, sur cette dame, elle a fait un prévisionnel avec un expert comptable où son chiffre d'affaires annuel est de 69 000 €. Donc, on lui a proposé un contrat de prévoyance qui vient... Alors, j'ai un petit souci. Voilà, pardon. Un contrat de prévoyance qui vient compléter sa rémunération, son indemnité journalière du régime de la sécurité sociale. Donc là, on lui a mis, par rapport à ce qu'elle souhaitait dans son prévisionnel, une rémunération annuelle de 20 000 €. Dans ce contrat, elle va avoir une franchise en cas de maladie, donc qui est de 30 jours, mais cette franchise, elle peut être inférieure. Elle peut être de 4 jours, elle peut être de 8 jours, elle peut être de 15 jours, donc 30 jours dans notre exemple, ou 90 jours. Après, le choix des franchises dans les contrats de prévoyance, il est clair que la cotisation fera votre choix aussi, puisque plus la carence va être courte, plus votre contrat vous coûtera cher. Par contre, sur l'accident ou l'hospitalisation, dans ce contrat, il n'y a pas de carence. La personne est indemnisée dès le premier jour.
Dans le contrat, on va y mettre une rente d'invalidité qui viendra compléter le régime de base si demain vous étiez mis en invalidité. Et elle a un capital d'essai de 20 000 euros. Alors, si on est sur juste ce que je viens de vous détailler, en cotisation mensuelle, on est à 24,77 €. Donc ça peut être un contrat pour un micro-entrepreneur. Et si on est travailleur indépendant au régime réel, par contre, ce contrat-là, les 24,77 €, on va passer ça dans les charges d'entreprise. Si on rajoute une prise en charge sur les frais généraux, je suis en arrêt de travail demain, je suis plombier, chauffagiste ou artisan d'art, hein, comme on est dans nos exemples aujourd'hui. J'ai des charges, je suis au régime réel et l'URSSAF va continuer à me demander des charges. J'ai un local que je loue, je vais avoir un loyer, j'ai toujours les assurances à payer. Eh ben, je peux inclure une indemnité journalière pour payer mes frais professionnels. Donc là, on vous a mis un exemple avec 2 000 € mensuels qui vont être couverts pendant 12 mois, puisque si la personne a plus de 12 mois d'arrêt de travail, peut-être qu'à un moment, vous serez obligé de cesser votre activité et que vous ne pourrez plus continuer votre activité. Et par exemple, dans cet exemple, si on rajoute des frais généraux, ça coûte 22,29 € en plus. Et donc, ça fait une cotisation globale de 47,06 €. Alors, il est clair que les frais généraux, on ne pourra pas mettre ça sur du régime de la micro-entreprise. On sera sur du régime réel. Et donc, en cotisation globale, on est à 47,06 €. Et dans le dispositif Madelin, il y a 43,96 € qui rentrent dans le dispositif. Donc, ils sont défiscalisables. C'est le capital d'essai qui n'est pas, la cotisation du décès n'est pas défiscalisable. Donc, au régime réel, je vais pouvoir passer ça dans mes charges d'entreprise. En micro-entreprise, je paierai ça à titre personnel, mais on ne rajoutera pas de frais généraux. Et on a mis l'exemple. Alors, sur ce contrat pour le régime réel ou la micro-entreprise, attention, c'est un contrat qui est lié à un questionnaire de santé. Donc, on n'attend pas d'avoir le problème de santé pour le souscrire, parce qu'il sera trop tard, puisque la première question, c'est d'où on arrête de travail. Aujourd'hui, les questionnaires de santé sont beaucoup plus light qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, ça représentait plus de 2 pages à répondre. Aujourd'hui, on est du style sur une dizaine de questions. Alors, peut-être qu'on a eu un problème à son genou, donc on va peut-être marquer qu'on s'est fait opérer de son genou. Après, on peut tellement avoir d'autres problèmes que même si on a son genou d'exclu de la garantie, je pense que c'est quand même intéressant de souscrire ce contrat. On ne sait jamais ce qui peut arriver demain, soit en matière d'accident ou de maladie. Donc, il faut être prévoyant et ça s'appelle un contrat de prévoyance. Si on est sur le régime SAS-SASU, enfin assimilé salarié, voilà un exemple de contrat donc, pour cette dame. Alors, vous avez peut-être certainement été tous salariés. Quand on est salarié, on a un contrat de prévoyance qui a été souscrit par notre employeur. Et par exemple, le capital d'essai, si c'était mon contrat, si demain je décède, mon conjoint touchera 300% de ma rémunération brute annuelle. Ce qui implique quoi? C'est que ce contrat, on peut le souscrire qu'à partir du moment où on se sort un salaire. Si on ne se sort pas de salaire, alors déjà parce qu'au départ de la création d'entreprise, on a nos indemnités de Pôle emploi. Dans les aides de Pôle emploi, on peut continuer à être indemnisé par Pôle emploi. Donc on décide de ne pas sortir de salaire. Ça veut dire que dans ce statut-là, on ne pourra pas souscrire son contrat de prévoyance. Et il n'y a pas d'autre solution. On n'a aucun contrat à proposer aux personnes qui sont dans cette situation. Vous ne pourrez souscrire ce contrat qu'à partir du moment où vous rémunérerez. Pourquoi? Parce que la cotisation est calculée sur la rémunération brute annuelle de l'assimilé salarié. Et si on reprend l'exemple de Madame Pain d'Épices, la cotisation mensuelle, c'est 1,5% de sa base, de son revenu brut mensuel, et ça lui coûte 25 € par mois. Alors, ça a un avantage dans le sens où si on reste sur une cotisation à 1,5, c'est un contrat où il n'y a pas de questionnaire de santé. Donc, les personnes qui ont par exemple eu un gros souci de santé, une grave maladie, c'est difficile des fois de s'assurer. Et sur ce statut-là, ça peut permettre de pouvoir s'assurer si demain on est en arrêt de travail.
ce qu'on ne pourra peut-être pas trouver sur le régime réel, dans le sens où si, par exemple, on a eu un cancer, on a de fortes chances d'être accepté nulle part. D'aller souscrire, hein, puisqu'on l'a vu sur différents exemples. Alors, j'ai juste perdu le partage. Alors, excusez-moi, mais j'ai perdu mon partage. Partager. Vous souhaitez que je change la slide peut-être? Eh ben, je veux bien parce que j'ai plus mes pages en bas, voilà. Donc l'importance de la prévoyance, c'est penser à mesurer l'impact financier, combien de temps je peux tenir avec 50% ou moins de mes revenus habituels. Prendre soin de vous avant que ce soit trop tard, protéger votre famille en cas de décès, protéger l'avenir de vos enfants. Le décès, l'invalidité, l'arrêt de travail, personne n'est préparé à tout ça. Donc, il faut être vigilant. Dans les statistiques, on peut considérer aujourd'hui qu'il y a un travailleur sur 2 qui a souscrit un contrat de prévoyance. Alors, c'est vrai que c'est une cotisation à payer, entre les charges sociales, entre la responsabilité civile professionnelle, la décennale pour certaines activités de l'artisanat. C'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Mais voilà, on doit être prévoyant. Aujourd'hui, on a tous une mutuelle en règle générale. Le travailleur indépendant, il doit souscrire son contrat de prévoyance. Le salarié a son employeur au-dessus de lui. Le travailleur indépendant, il est tout seul. Et ça, c'est des exemples. J'en ai eu tout au long de ma carrière. Ça fait 22 ans que je suis avec les travailleurs indépendants. J'ai eu beaucoup d'exemples de travailleurs indépendants qui n'avaient pas souscrit de contrat de prévoyance, et encore plus aujourd'hui sur le régime de la micro-entreprise, des gens qui ont touché 6 € par jour, 10 € par jour, et avec ça, on ne va pas loin. Donc, soyez vraiment vigilants. La prévoyance, c'est quelque chose d'important. C'est pas, alors, autant pour le salarié, dans les conventions collectives, il y a une obligation pour l'employeur de souscrire la prévoyance pour son salarié, puisqu'il y a eu des accords entre les organisations patronales et syndicales des branches. Autant le travailleur indépendant, pour lui, c'est un contrat facultatif. Il fait ce qu'il veut, il veut le souscrire, il le souscrit. Il ne veut pas le souscrire, il ne le souscrit pas. Par contre, moi, je vais fortement vous conseiller, si vous n'en avez pas souscrit, d'en souscrire un. Voilà. Moi, j'ai fini sur mon intervention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, on peut... Oui, il y a quelques questions. Alors, je vais les poser à vote parce qu'en fait, on a un onglet questions qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc, première question, mais je crois que c'était concernant la première partie donc de Madame Fanconi. N'y a-t-il point doublon avec la médecine du travail qui a pour mission depuis août 2021 l'obligation de prévention? Je crois que c'était pour la première intervention de M. Perem. Oui, je pense. Oui. Alors, je suis désolé, mais effectivement, quand je lisais les questions, je les avais pas en entier. Donc, j'ai compris un peu le sujet. Et oui, effectivement, sur le champ de la prévention des risques professionnels, en fait, il y a beaucoup d'acteurs. C'est une des difficultés, notamment pour les entreprises, de s'y retrouver, et même pour nous. Et vous avez raison, la médecine du travail, donc ce qu'on appelle maintenant les services de prévention et de santé au travail, on n'appelle plus ça la médecine du travail parce qu'il n'y a pas que des médecins, il y a beaucoup d'autres métiers, c'est des équipes pluridisciplinaires, mais ces services de santé auxquels les entreprises, en tout cas les entreprises avec des salariés doivent adhérer. Donc c'est hors sécurité sociale, donc c'est pas pris en charge par les cotisations de sécurité sociale de la branche AT-MP. Ces services de santé au travail ont effectivement des obligations et des rôles à jouer. Alors au-delà des visites médicales, il y avait des visites médicales régulières, de reprise pour des postes à risque, etc. Donc ça c'est tout un ensemble qui est vraiment dévolu uniquement aux services de santé au travail, mais ils ont aussi des missions, ce qu'ils appellent le tiers-temps, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont
un tiers de leur temps qui doit être dévolu à des actions de prévention dans les entreprises, soit en étant force de proposition, soit en répondant aux questions ou aux demandes des entreprises qui sont adhérents à leur service de santé au travail. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'on collabore en fait avec la médecine du travail, avec les services de santé au travail. Il y a d'ailleurs des contrats pluriannuels qui sont signés sous l'égide de l'État. Je vais faire simple, je ne vais pas partir dans les sigles directs, DRETS et compagnie. Et donc, il y a des collaborations qui sont finalement réglementaires, établies entre les CARSAT, enfin entre la partie, les préventeurs des CARSAT et les préventeurs de la médecine du travail pour effectivement s'organiser et pas doublonner et au contraire être présent sur les bons sujets. Donc c'est vrai, il y a aussi, si on veut être complet, l'inspection du travail, les inspecteurs du travail, effectivement, ils font appliquer le droit du travail, ils font appliquer le code du travail, et une de leurs missions principales, si ce n'est pas la principale, c'est d'inciter et de contrôler les entreprises sur la santé au travail. Donc, vous voyez, il y a déjà 3 acteurs majeurs sur la santé au travail. Et puis, il y en a d'autres qui n'ont pas les mêmes missions. Vous avez aussi des associations qui s'appellent les ARACT. Bon, voilà, rentrons pas dans tous les détails, mais vous avez raison, la médecine du travail avance sur la prévention aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, je voyais une question doublon. Ouais, c'est ça. Alors, moi, je peux me permettre de parler? Donc, Madame Remy, j'ai oublié de dire quelque chose. Le travailleur indépendant, dans ses charges sociales, il cotise pour toucher des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail. Par contre, la CPM, quand elle va vous indemniser, elle ne fera pas de distinction entre de la maladie, de l'accident de travail, de la maladie professionnelle. Alors, pour que le travailleur indépendant soit reconnu en accident de travail ou en maladie professionnelle, sachez que c'est une demande que vous devez faire auprès de la CPAM. Donc, si vous allez sur Amélie, il y a un document CERFA à compléter, à redonner à la CPAM, puisque depuis que le travailleur indépendant a été repris par le régime général, il peut cotiser pour être reconnu en accident de travail ou en maladie professionnelle. Donc, un CERFA à remplir, à redonner à la CPM reva vers l'URSSAF, et c'est l'URSSAF qui va calculer, je crois, la cotisation. Alors, la cotisation, elle est en fonction du risque lié à l'activité. Voilà, donc ça, c'est une demande que vous devez faire vous. Autrement, si vous vous contentez de vos charges sociales normales, on va dire, vous serez reconnu en maladie, quel que soit le motif de votre arrêt de travail. Donc, maladie professionnelle, accident de travail, c'est une cotisation volontaire et c'est une demande que vous devez faire auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Donc, on est bien d'accord pour le travailleur indépendant. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, il y en avait une autre, toujours de Madame Fanconi. Les entreprises ont l'obligation de cotiser pour chaque salarié une somme très importante de 100 à 120 euros par an et par salarié. Le salarié doit être vu au maximum tous les 5 ans, soit 500 euros pour une visite obligatoire. Ça, si je peux me permettre, donc effectivement, c'est une question toujours par rapport sur les services de santé au travail, ce que j'indiquais. Donc là, c'est pas la CARSAT. Après, voilà, effectivement, c'est les entreprises, à partir d'un salarié, ont obligation à adhérer, donc à cotiser à un service de santé au travail, notamment pour les visites médicales, mais pas que. Donc, c'est vrai que après, les tarifs, moi, je ne les connais pas. Je ne suis pas du tout dans ce truc-là. Mais je pense qu'il faut voir le fait que, c'est-à-dire souvent, les employeurs qui sont tenus par la loi de cotiser à ces services de santé au travail disent ce que dit Madame Fanconi, surtout que les visites médicales se sont espacées, sauf pour les postes à risque ou quand il y a une demande particulière, mais ils ne sont plus sur la visite médicale annuelle pour tous les salariés. Et donc, les entreprises qui cotisent ont tendance à dire on cotise, on paye tant de centaines d'euros, etc., pour une visite médicale de temps en temps. À quoi ça sert tout ça? Et donc, moi, je suis pas, je parle à leur place parce qu'ils ne sont pas là aujourd'hui. Moi, j'aurais tendance à dire, de toute façon, cette adhésion, elle est obligatoire, donc vous ne pouvez pas passer à côté.
ça tombe sous le coup de la loi. Par contre, profitez-en, c'est-à-dire que les entreprises, il ne faut pas qu'elles pensent que le service de santé au travail, que la médecine du travail est là que pour une visite tous les 5 ans. C'est le contraire, c'est-à-dire que les visites, c'est une de leurs missions. Là, c'est la seule mission qui n'est qu'à eux, parce qu'il y a un aspect médical, secret médical, etc. Donc, les médecins, ils sont dans les services de santé au travail. Par contre, tout ce qui est action de prévention, conseil, etc., un peu comme on peut le faire à la CARSAT, ces missions-là, les entreprises peuvent et doivent les solliciter. Voilà, une étude ergonomique parce que mon poste de travail, j'ai soit moi-même, soit mes salariés, on a mal dans le dos, il y a un truc, il y a un machin. Bon, il y a des ergots, il y a des ergonomes dans les services de santé au travail. Il y en a aussi à la CARSAT. Donc, dans un cas comme dans l'autre, vous pouvez les solliciter. Mais les services de santé au travail, ils ont relativement, par rapport au CARSAT, où on n'est pas très nombreux, les services de santé au travail, ils ont pas mal de monde, donc ils peuvent assez facilement répondre à la demande, voilà, une étude ergonomique pour améliorer un poste de travail, etc. Et tout ça, ils ne vous demanderont pas un copec en plus de votre cotisation. Dieu merci. Donc c'est à ça qu'il faut penser plutôt que penser aux visites aux visites médicales. Merci à vous deux. On n'a plus de questions pour l'instant. Peut-être qu'elles arriveront. Léa, tu peux peut-être défiler le PowerPoint. Là. Oui. Donc, si vous avez des questions, là, mon téléphone, mon mail, donc vous pouvez tout à fait m'adresser un mail ou m'appeler. Et si vous avez plus ces contacts, n'hésitez pas à nous demander à nous, les référents métiers d'art, et on relèvera sans problème les questions. Tout à fait. Merci beaucoup à nos intervenants déjà. Alors, pour conclure, je vais vous présenter un petit peu l'offre de service de la CMA. Nous avons, vous avez près de chez vous des référents qui sont à votre disposition. Ils peuvent vous proposer des accompagnements, donc que ce soit les référents métiers d'art ou les chargés de développement économique. Vous pouvez bénéficier d'un pass performance pour améliorer les performances de votre entreprise, ou voilà un pass durable qui comprend un diagnostic sur les éco-gestes à avoir. Au niveau de la région Grand Est, donc vous avez l'équipe métier d'art en fonction de là où vous vous situez. Donc, Pierre-Étienne Pichon pour la Meuse, Anthony Gasperin pour les Ardennes et la Marne, Pierre Stanger pour la Moselle, Pascal Lepape pour la Meurthe-et-Moselle, Marion André pour l'Aube et la Haute-Marne, Isabelle Aubertin pour les Vosges et moi-même, Léa Macha pour l'Alsace. Vous retrouvez toutes les coordonnées ici, en sachant que le webinaire s'enregistre et vous pouvez le télécharger si vous attendez une dizaine de secondes après la fin du webinaire. Vous avez également le site internet métierdart.grandest.fr. Donc, c'est Christophe Delavenne qui s'occupe du pôle métier d'art à la région. On vous invite grandement à vous inscrire à cet annuaire en ligne qui répertorie tous les métiers d'art de la région Grand Est. N'hésitez pas à revenir vers vos référents si vous avez plus de questions ou si vous voulez vous inscrire directement via votre référent. C'est également possible. Les prochains webinaires métiers d'art, donc comme le disait Pierre, c'est à peu près une fois par mois. Le prochain, c'est le 14 mars sur la transmission d'une entreprise métier d'art. Il y aura la FREMAR, donc Fédération des métiers d'art pour l'Alsace, qui participera. Je rejoins Tire-le le 18 avril. Comment j'adapte mon positionnement créatif le 20 juin. Et enfin, on a une offre de formation dédiée aux métiers d'art sur la région. Donc, ça peut être en présentiel ou en distanciel en fonction des formations. Je vous laisse prendre connaissance de cela. Vous avez également toutes les informations sur la CMA Grand Est et n'hésitez pas à revenir vers vos référents métiers d'art pour plus d'informations. Voilà, donc vous avez également les contacts des services formation de chaque chambre de métier.
Et je vous remercie encore pour votre participation. Merci à Madame Rémy et Monsieur Pérem pour votre participation également. Et n'hésitez pas à nous contacter, télécharger, parlez-en autour de vous également. Merci encore. Eh bien, merci à vous. Merci. Merci, bonne journée à tout le monde. Bonne journée à vous. Bonne Merci, journée. au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.